Bonjour, cette vidéo porte essentiellement sur les différentes étapes pour la modélisation d'un tableau en Blender. Donc je vais commencer par une première vidéo, là où je vais essayer de vous expliquer les différentes démarches pour la modélisation d'un tableau et une deuxième vidéo sera préparée pour la partie chargement et le calcul ferriage. Donc, je vais, comme d'habitude, pour les éléments en 3D, je vais choisir l'icône et Buildcode. Et je vais commencer, comme d'habitude, par la présentation et la génération des lignes de construction, des axes, et par la suite, des autres démarches. Donc, je vais commencer par la définition des axes. Donc, c'est un tableau rectangulaire par rapport à X. Un seul espacement de 1,8, la largeur du tableau égale à 1,8 mètres. Par rapport Z aussi, c'est la même dimension, 1,8 mètres, un tableau carré. Et par rapport à Y, la longueur du tableau égale 9,4 mètres. Ok, donc le tableau est composé par un radier appuyé sur le sol. Je vais prendre une dalle en béton armé d'épaisseur 25 cm. La dalle aussi en béton armé d'épaisseur 20 cm et les murs voiles aussi d'épaisseur 20 cm. Donc, il s'agit bien des éléments rectangulaires. Panneau, là où je vais appliquer une épaisseur et le matériau. Aussi, pour la géométrie, je vais choisir par exemple 3 points. Il suffit de cliquer sur 3 points pour tracer, la dalle. Ici, dans ce cas-là, c'est le radier. Pour la dalle, de la même façon. Et les parois verticaux. De ce côté-là, je peux effectuer tout simplement ici la translation. Donc, c'est bon, j'ai créé les panneaux. Qu'est-ce que j'ai besoin aussi maintenant? C'est d'ajouter le matériau, comme je vous ai dit, et l'épaisseur de chaque élément. Donc, je vais cliquer sur épaisseur élément fini et je vais ajouter notre épaisseur. C'est pour le voile de dos. Épaisseur 20 cm et un béton de 25. 25, je veux dire la résistance à compression égale 25 mégapascal. Et je vais appliquer cette épaisseur-là pour cette paroi-là, ce panneau-là, et aussi la dalle, comme je vous ai dit. Je vais ajouter une nouvelle épaisseur pour le radier. Épaisseur 25 cm. Bien sûr, ici le béton 25, mais ici je vais rencontrer des problèmes pour le ferriage après. Je peux augmenter l'épaisseur ou bien les épaisseurs de différents éléments. Pour vérifier, je vais cliquer sur attributs et pour panneau, je vais afficher l'épaisseur. Maintenant, vous avez un tableau avec des murs voiles d'épaisseur 20 cm, une dalle d'épaisseur 20 cm et un radier d'épaisseur 25 cm. Je vais ajouter maintenant les murs
de cette côté-là et de l'autre côté. Donc j'ai besoin ici d'ajouter les lignes de construction par rapport à quoi? Par rapport à Y. Par rapport à 0, je vais ajouter une autre ligne de construction de longueur avec un espacement de 45. Et par rapport au 9, aussi, je vais ajouter un espacement de 2,45. Donc, je supprime ça. 0,245, 9,4. Et par rapport au 9,4, plutôt c'est par rapport au 9,4, un autre espacement de 2,44. Par rapport au 0, c'est plutôt moins de 2. Ok. Et par rapport à Z aussi, je vais ajouter un autre espacement de 20, 30 cm. Cette fois-ci, je vais cliquer sur l'icône contour. Toujours, il s'agit bien d'un panneau. Et pour la géométrie, cette géométrie-là, et je vais effectuer par la suite une rotation pour ces deux murs en L. C'est par rapport à ce point-là également égal ici avec le 45. C'est ça. Par rapport au plan, c'est ça. On est, je vais cliquer sur déplacer et non pas copier. Alors, déplacer d'un angle de par rapport au plan. Et voilà donc, c'est notre modèle pour le tableau. Et il me reste uniquement de modifier les épaisseurs ici des murs. Et ces murs-là, ils vont supporter bien sûr, ils vont jouer le rôle d'un mur totalement. Et ces murs-là sont chargés bien sûr par la charge du rempart. J'ai créé déjà voile dans l'eau, et je vais appliquer ces épaisseurs-là pour les éléments ajoutés. Il me reste uniquement la dernière élément.
ainsi que les épaisseurs. Une dernière vérification pour les différentes épaisseurs. Donc, voici le modèle 3D d'un simple d'anneau. Dans une deuxième étape, je vais vous montrer, et c'est déjà la partie la plus importante, c'est comment on va appliquer les différentes charges appliquées sur ce anneau-là, dans le but de déterminer bien sûr le ferrage des différents éléments tels que les murs, les dalles, la dalle, ainsi que la fondation. Dans ce cas-là, c'est un radier d'épaisseur 25 cm. Je vous remercie. Bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer avec la deuxième partie de la modélisation et le découvrage des éléments d'un anneau selon la norme CITRA en ce qui concerne le chargement et bien sûr le calcul de ferrillage c'est selon la norme BAL 91. Donc dans la première vidéo et dans la première partie, je vous ai montré différentes étapes pour la modélisation des anneaux simples, y compris la génération des lignes de construction, la création des murs voiles, des dalles et du radier. Dans cette partie, je vais continuer avec le chargement et je vous ai montré maintenant les charges à appliquer, une partie des charges à appliquer sur les dalles. Je vais commencer d'abord par les charges permanentes. Essentiellement, c'est le poids propre de la structure, c'est-à-dire le poids propre des différents éléments, parce que dans la première partie, j'ai créé des panneaux avec des épaisseurs et j'ai défini le béton, et donc la masse volumique connue, l'épaisseur connue, donc robot peut estimer le poids propre des différents éléments. Donc, la première charge, c'est le poids propre du anneau. Et donc, puisque c'est la première charge à appliquer, donc le robot va considérer la première charge comme étant le poids propre de la structure et déjà appliqué. Pour la deuxième charge, donc la dalle ici va supporter une partie de la route. Et donc, au-dessus de cette dalle-là, il y a une couche de remblai d'épaisseur 1 mètre. Et donc, le poids volumique du remblai égale 18 kN par mètre cube. Et donc, la charge surfacique appliquée sur la dalle est égale à l'épaisseur fois le poids volumique. L'épaisseur égale à 1 mètre, multiplié par 18 kN par mètre cube, j'obtiens une charge répartie surfacique uniforme sur toute la dalle, d'intensité égale 18 kN par mètre carré. Donc, toujours la charge permanente et le poids du remblai. C'est une charge permanente. Surfacique avec une intensité, c'est le kilonewton, par rapport à Z, le terme global, Z c'est l'axe vertical, d'intensité égale moins 18. 18 car Z ici, elle est dirigée vers le haut, puisque là, ici j'ai coché le global, c'est-à-dire je vais appliquer la charge en respectant le repère global, ou bien je peux cliquer ici sur local et j'active avec cette icône-là les repères locaux de chaque panneau. Mais pour cette charge-là, je vais l'appliquer par rapport au repère global avec le signe moins pour considérer que c'est une charge descendante. Et je vais appliquer cette charge-là sur la dalle. Toujours dans les charges permanentes, mais cette fois-ci, c'est le poids ou bien la couche de roulement. La couche de roulement.
Pour la couche de roulement, c'est porté aussi par la dalle, mais appliqué uniquement sur chaussée, hein, sur la charge, sur la partie de la route. Et donc ici, j'ai créé déjà des nœuds ici pour limiter, hein, la zone de la route sur le dalle. Donc la couche de roulement, elle sera appliquée sur cette partie-là de la dalle, c'est-à-dire limitée par les nœuds 5, 6, 7 et 8. C'est cette partie-là, c'est pour l'autre. Le reste, c'est pour le trottoir. Ok. Donc, couche de roulement, cette fois-ci, j'ai... oui, c'est ça. La couche de roulement, c'est une charge permanente d'intensité égale 1,44 kN par mètre carré, comme d'habitude. Pour déterminer cette charge-là, il suffit de connaître le poids volumique du matériau, ainsi que l'épaisseur de la couche de roulement. Mais cette fois-ci, c'est une charge toujours surfacique, mais appliquée sur un contour, c'est-à-dire qu'il n'est pas appliqué sur la totalité de la dalle, mais sur une partie de la dalle. D'intensité égale moins 1,44 kN par mètre carré. Et ici, je vais cliquer sur définir contour, c'est-à-dire que il faut ajouter des nœuds pour que je puisse sélectionner le contour, c'est-à-dire la partie sur laquelle la charge est appliquée, comme montre la figure. Donc c'est la couche de roulement et cette partie-là, c'est la partie réservée pour la route. C'est ça pour la charge permanente. Je passe maintenant pour une charge variable, c'est bien sûr, n'oubliez pas l'action de l'eau. Hein, l'action de l'eau. Lorsque le rôle d'un l'eau, c'est pour l'évacuation de l'eau, et donc l'eau elle sera appliquée sur les différents éléments qui lui à l'eau. Donc, je passe maintenant à une charge d'exploitation. Et je vais nommer cette charge-là poids et poussée. C'est une charge d'exploitation, donc appliquée sur les parois verticales, sur le radier et sur ces éléments-là. Donc la hauteur ici de notre dallo égale juste je vais vérifier la hauteur totale. Donc ici outil cotation pour c'est 1,5. 1,5, je vais considérer maintenant l'eau avec une hauteur maximale de l'eau qui égale à 1,4. C'est-à-dire impossible d'avoir un dallo complètement rempli d'eau. Donc, pour la charge pour l'eau, je vais appliquer une pression hydrostatique sur les éléments considérés. Donc, ici, il faut faire attention. Donc, poids propre du liquide, ici, l'eau, avec la masse volumique qui est égal à 1000 kg par mètre cube, d'une part. D'autre part, il faut faire attention ici sur le niveau du liquide. J'ai un dallo d'épaisseur de hauteur 1,5. Je ne vais pas considérer tout le dallo rempli, mais je vais considérer par exemple, c'est juste un exemple, que uniquement la hauteur maximale de l'eau égale à 1,4 mètres. Donc, ici, j'ai saisi la hauteur, la masse volumique. Donc, le robot elle peut calculer la pression hydrostatique appliquée par la pression hydrostatique de l'eau pour les différents éléments considérés. Si il s'agit bien d'un élément vertical, donc c'est une charge triangulaire. Si il s'agit bien d'un élément horizontal, donc c'est le poids de l'eau qui doit être considéré et bien sûr sera considéré comme étant une charge surfacique. Donc, il faut faire attention ici, c'est par rapport à Z. Par rapport à Z, mais par rapport à quoi? Mais il faut montrer quoi? Il faut montrer bien sûr le poids, le repère local, bien les repères locaux de chaque élément considéré. Z, c'est la flèche bleue. Donc, si la flèche c'est dans le même sens que la pression de l'eau,
je vais mettre ici plus 1000 kg par mètre cube. Si la flèche est dans le sens inverse de la pression de l'eau sur la paroi, je vais avoir moins 1000, je vais mettre ici moins 1000 pour considérer le sens, bien sûr, de la charge appliquée. Donc, pour ce panneau-là, par exemple, c'est la pression de l'eau, c'est dans le même sens que Z, et donc ici, je vais directement appliquer cette charge-là ici. Et le robot va considérer, bien sûr, que c'est une charge triangulaire, puisqu'il s'agit bien d'un élément vertical. Pour le mur voile numéro 2, ce mur voile-là, la pression de l'eau, elle est dans le sens inverse de Z. Dans ce cas-là, il faut revenir ici et il faut mettre moins 1000. Kiff ici. Ici, c'est plus 1000. Ici, c'est plus 1000. Et ici, c'est moins 1000. Les derniers éléments qu'on doit, c'est-à-dire les derniers éléments qui seront sollicités aussi par l'eau, sont les éléments du rapide. Et le Z, c'est vers le haut. C'est-à-dire il faut mettre ici moins 1000. Et ici, il va considérer donc la charge comme étant une charge surfacique appliquée sur ces éléments-là. Donc c'est pour cette raison j'ai nommé la charge poids et poussée de l'eau. Poussée pour les éléments verticaux et poids pour les éléments horizontaux. La charge, elle sera une charge surfacique. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais diviser les différentes charges, ou là, je vais vous montrer comment on va appliquer les différentes charges sur deux vidéos, pour simplifier juste la compréhension des différentes démarches. Donc, dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment on a appliqué les charges permanentes. Il nous reste le poussé du remblai pour les éléments verticaux et pour les charges variables ici, je vous ai montré la charge la pression hydrostatique, la charge d'eau. Il nous reste aussi la charge AL, pour considérer l'effet ou bien la présence des véhicules. Et je vais considérer uniquement la charge AL, c'est-à-dire le calcul défavorable, parce que là, je vais considérer que j'ai un embouteillage et donc toute la largeur chargeable du chaussée, elle sera sollicitée par une charge AL, dont je vous ai montré comment on va l'appliquer. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je vais continuer dans cette vidéo la partie chargement pour un dado. Donc, on a commencé l'autre fois par les différents types et natures de charges, telles que les charges permanentes, poids propre des éléments du dado, la couche du remblai qui se trouve au-dessus de la dalle, et la couche de roulement pour la partie de la chaussée. En ce qui concerne les charges d'exploitation, on a commencé l'autre fois avec les poids et les poussées de l'eau. Je vais continuer dans cette vidéo et je vais vous montrer comment on va appliquer, bien sûr, le poussé du remblai pour les éléments verticaux. Donc, je vais ajouter à la liste des charges qui existent déjà une charge permanente et je vais nommer cette charge-là poussée du sol. Et bien sûr, cette charge-là à appliquer pour les éléments verticaux. Donc, pour appliquer la charge du sol, je vais cliquer sur Autre charge et je vais cliquer par la suite sur la charge par un sol. Et bien sûr, les charges seront appliquées sur des panneaux. Avant d'appliquer bien sûr une charge, je vais modifier les paramètres
du sol. Donc, bien sûr, les poussées du sol, c'est une charge appliquée opposée au système local des panneaux, ou bien l'inverse, comme je vous ai dit l'autre fois pour le cas de l'eau et de la poussée de l'eau, il faut bien afficher le repère local pour que vous pouvez connaître est-ce que c'est opposé ou bien c'est dans le même sens. Par exemple, pour ce panneau-là, pour ces trois panneaux-là, une poussée du sol, c'est une charge opposée au système local des panneaux. Donc, je vais garder comme ça cette partie-là pour ces trois voiles-là. Donc, pour les paramètres, comme je vous ai dit, là, vous avez une liste du sol qui existe sur Topo. Vous pouvez garder un sol, la hauteur, bien sûr, du rempli, c'est la hauteur de l'eau. Et vous connaissez, par exemple, le poids volumique, le masse volumique, c'est ça. Donc, il y a des essais qui ont été déjà réalisés pour connaître la masse volumique du sol. Donc, là, la charge dépend de l'eau. Et donc, par exemple, j'ai un complet de 1800 kg par mètre cube. Je vais modifier ici la masse volumique. Si le terrain est chargé par une charge additionnelle, donc vous pouvez ajouter ça ici, quelle que soit la valeur de x, c'est-à-dire quelle que soit la distance de la charge par rapport au bureau. Et je vais appliquer cette charge-là, et comme je vous ai dit, c'est cette charge-là opposée à ces trois panneaux-là, opposée au système local, ces trois panneaux-là. Et la charge a été déjà générée. Pour les autres, Z c'est dans l'autre direction, donc c'est conforme. Donc, le poussé du sol a été bien généré et bien appliqué sur les différents voiles pour notre dado. Je vous remercie. Bonjour. Donc, dans une dernière partie de notre modélisation d'un dado en béton armé, je vais finir avec une charge d'exploitation, c'est la charge AL, donnée par la formule suivante, qui dépend bien sûr, de la longueur chargée, ainsi que des coefficients A1 et A2 qui dépendent de la longueur chargée, ainsi que le nombre des fois. Donc, c'est quoi le AL? C'est une charge surfacique d'intensité variable parce qu'elle dépend de la longueur surchargée, et qui représente la charge des véhicules. Et donc, cette charge-là, bien les charges à elles correspondent à une ou plusieurs piles de véhicules à l'arrêt du pont, s'il s'agit bien d'un pont, ou bien du talus. Donc, d'abord, il faut déterminer la longueur surchargée de votre ouvrage, ainsi que les coefficients de majoration A1 et A2 pour que je puisse calculer AL. Donc, c'est une charge appliquée uniquement sur une partie du dado qui représente la largeur chargeable de votre banc. Donc, dans notre cas, d'abord, je vais ajouter cette charge-là. C'est une charge d'exploitation. Je vais nommer cette charge-là. Et une valeur qui est égale à peu près égale à 2,3 tonnes par mètre carré. Je vais changer l'unité de force en tonnes. Et l'intensité de AL est égale à 2,3 tonnes par mètre carré dans notre cas. Et c'est une charge qui est appliquée sur une partie de notre panneau, de notre date. Je vais choisir l'option charge surfacique uniforme
c'est un contour que je vais définir. Donc la valeur également de 3 tonnes par mètre carré. Cette charge-là, elle est appliquée sur la largeur chargeable de votre chaussée. Donc, jusqu'à maintenant, différentes charges ont été appliquées sur notre dallo, y compris bien sûr les charges permanentes et les charges d'exploitation. Pour les charges permanentes, bien sûr, le poids propre des éléments, poussée du remblai et le poids du remblai qui se trouve au-dessus de la dalle et bien sûr c'est porté par cette dalle. Pour les charges variables, bien sûr la poussée du poids et poussée de l'eau et la charge AL qui est une charge surfacique répartie uniforme appliquée sur la largeur chargeable de votre chaussée. N'oubliez pas aussi la couche de roulement, aussi c'est une charge permanente. Donc, avec la génération des différentes charges pour le dallo, par la suite je peux, bien sûr, les charges ont été appliquées selon la norme SOCRA. Après, pour le dimensionnement de dallo, il faut bien sûr générer les combinaisons de charges par rapport BAOL et bien sûr après le calcul ferriage et le dimensionnement des différents éléments selon la combinaison la plus défavorable. Pour la génération des combinaisons, je peux rester toujours dans le même document et je vais chercher juste le tableau. Bien sûr, je vais générer les combinaisons de charges en respectant par rapport. Si on va générer les combinaisons de charges par rapport au BAOL, je peux respecter ce tableau-là pour déterminer les coefficients de pondération, quel qu'il soit à l'état limite utile ou bien à l'état limite service pour les différentes charges appliquées. Une dernière remarque, vu la profondeur faible de notre tableau, je ne vais pas tenir compte de la charge BC. Je ne vais pas tenir compte de la charge BC dans ce cas-là, mais si la largeur est beaucoup plus importante, il faut considérer la charge BC et bien sûr 2 camions par fil pour le charge BC et bien sûr je vais charger les différents cas pour avoir le cas le plus défavorable, c'est-à-dire une seule fois chargée ou bien 2 fois chargée par la charge BC, c'est-à-dire pour un cas là où je vais charger une seule fois avec 2 fils de camion, ou bien je vais charger 2 voies avec 2 fils de camion BC pour avoir, comme je vous ai dit, le cas le plus défavorable pour le dimensionnement et le calcul férial des éléments de notre dallo. Dans d'autres cas, je n'ai pas considéré ça, j'ai considéré uniquement la charge AL pour notre cas, et comme je vous ai dit, en se basant sur ce tableau-là, je peux générer toutes les combinaisons de charges possibles pour le dimensionnement et le calcul ferriage. Avec robot, je peux générer des combinaisons de charges et je peux déterminer les sollicitations maximales pour les différents éléments pour que je puisse utiliser le cours de départ armé pour le calcul ferriage des différents éléments. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais finir avec cette vidéo-là la partie de la modélisation d'un dallo en béton armé et je vais parler aujourd'hui sur une étape très importante pour bien modéliser un cas réel, c'est-à-dire pour bien modéliser un radier, un dallo.
et on va essayer le maximum d'avoir un comportement réel d'un de l'eau en béton armé. La partie qui manque, c'est la définition des appuis. Vous savez que les radiers sont des éléments surfaciques appuyés sur le sol. Et généralement, le sol s'agit bien d'un appui élastique. Et dans ce cas-là, je vais définir des appuis élastiques et je vais assimiler le sol comme étant des ressorts dont j'ai besoin de définir pour ce ressort-là son raideur ou bien son coefficient d'élasticité 15. Donc, la dernière étape, après la génération des charges, bien sûr, étape 1, c'est la modélisation. Étape 2, c'est l'application des différentes charges appliquées sur les éléments du radier, quelles que soient les charges permanentes ou bien les charges variables. Et la dernière étape, pour que je puisse bien simuler et bien déterminer les sollicitations appliquées sur les différents éléments, je dois bien sûr créer correctement les appuis, car ce paramètre-là, sûrement, elle va influencer sur les résultats du point de vue ferrage, essentiellement pour le radier. Donc, je vais cliquer sur appui et bien sûr ici, je vais appliquer des appuis sur les éléments surfaciques. Sauf que ici, comme je vous ai dit, il s'agit bien ou bien d'un appui simple ou bien d'un encastrement, d'une rotule, ça dépend du type de liaison, mais je vais considérer ici que par exemple notre radier est encastré dans le sol. Hein? Et je vais cliquer sur définir un nouvel appui. Donc, il s'agit, comme je vous ai dit, il s'agit bien de l'appui élastique. Donc, je vais cliquer sur élastique. Et pour simuler le sol, je vais libérer ici le IZ, c'est-à-dire je vais relâcher IZ, c'est-à-dire le radier, elle a la possibilité de se déplacer par rapport à Z. Mais je dois définir en même temps un coefficient KZ, comme je vous ai dit, je vais assimiler l'appui comme étant un ressort pour bien simuler le sol qui est bien sûr un appui élastique. Et le plus important maintenant, c'est comment on peut déterminer cette valeur-là de KZ pour qu'on puisse remplacer le sol par un appui élastique. Donc, l'appui élastique dans Robot, c'est un ressort. Et le ressort est défini par un coefficient d'élasticité ou bien un raideur KZ. Donc, deux façons qui nous permettent de déterminer KZ. Bien généralement, trois façons. La première, c'est que après une étude géotechnique bien détaillée, je peux avoir directement la valeur de KZ, le module d'élasticité, coefficient d'élasticité du sol. Ou bien, avec Robot, hein, je peux estimer la valeur de KZ. Je peux définir ici le type des sols, avec toutes les caractéristiques mécaniques du sol demandées. Je peux ici choisir le type de la fondation. Est-ce qu'il s'agit bien d'une fondation rigide ou bien souple? Et aussi les dimensions du radier, ainsi que la charge appliquée, estimée, appliquée sur la fondation et transmise par la suite vers le sol. Si je vais définir toutes ces valeurs-là, Robot, elle va assimiler la valeur de KZ et je vais saisir cette valeur-là dans cette partie-là. Ou bien, si je n'ai pas des idées claires sur notre projet, je peux utiliser cet tableau-là, en fonction du type de sol, elle va nous donner la valeur de KZ à peu près. Bien sûr, elle va vous donner un intervalle, mais finalement, je préfère utiliser toujours la valeur le plus défavorable, qui est la valeur faible. Par exemple, dans notre cas, il s'agit bien d'un sol dense. Dans ce cas-là, le KZ elle varie entre 50 et 100 mN par mètre cube. Je vais prendre 50 mN par mètre cube comme étant la valeur de K. Dans Robot ici, la valeur demandée en tonnes. L'unité c'est tonnes par mètre. Donc 50 mN par mètre cube. Ici, je vais prendre du 5000 tonnes par mètre. Ajouter
et je vais nommer ça, elle est déjà nommée appui 1. Et je vais appliquer cette nouvelle appui. C'est quoi la différence? Il s'agit bien de l'appui élastique avec un déplacement par rapport à Z libre, c'est-à-dire relâché, le déplacement par rapport à Z, la direction est le mouvement par rapport à Z il est permis, mais bien sûr avec une certaine rigidité, hein, pour assimiler un sol, parce que le radier appuyé sur le sol, il a la liberté de se déplacer, mais bien sûr, puisqu'il s'agit bien d'un appui élastique, je vais définir dans ce cas-là un ressort avec un coefficient Kz qui est égal à 5000 tonnes par mètre cube pour notre cas, puisqu'on a pris un exemple d'un sol dense. Et je vais appliquer cette nouvelle appui sur les éléments considérés, bien sûr, sur le reste. Et après, je vais générer le maillage pour tous les éléments, pour toutes les parois, avec un maillage de taille 0,5 m pour les mailles. Bien sûr, 0,5 c'est un choix, puisque j'ai la possibilité de raffiner le maillage, ça va beaucoup influencer sur les résultats. Et je vais générer le calcul. Et regardez maintenant, vous avez des appuis élastiques, et robot il va schématiser ça en tant que terre au sol, puis pour simuler l'appui élastique avec un raideur Boolean défini qui dépend essentiellement de plusieurs paramètres, ou bien dans ce tableau-là, il résume les différentes valeurs pour les différents types de matériaux, ou bien les différents types des sols. Après cette étape-là, je peux directement exploiter les résultats pour que je puisse déterminer les situations et le calcul derrière des différents éléments. Je vous remercie.